Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un sujet complexe, fascinant et souvent mal compris, le droit successoral islamique. L'idée ici n'est absolument pas de prendre parti, mais d'analyser froidement et mathématiquement les textes face aux mythes véhiculés dans les médias. On entend énormément d'affirmations, parfois chargées d'idées reçues, alors on va prendre un moment pour déconstruire tout ça avec une approche strictement factuelle. Pour que ce soit bien clair, on va suivre un plan très précis. On commence par les mythes médiatiques, puis un petit recadrage historique, on détaillera les 3 règles fondamentales, on fera un détour par le droit comparé, puis on plongera dans des études de cas purement mathématiques pour finir sur ce qu'on appelle le facteur humain. Allez, c'est parti. Première étape, les mythes médiatiques. On va partir d'une affirmation très courante. Il y a cette citation qu'on retrouve souvent dans les médias qui dit en gros que le droit successoral musulman, qualifié de médiéval, s'inscrit dans une anthropologie patriarcale et que la distribution des richesses s'y fait en termes d'équité et non d'égalité. Eh bien, c'est exactement ce narratif précis qu'on va passer au crible aujourd'hui, en le confrontant aux textes juridiques originaux. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le recadrage historique. Alors, ce qui saute aux yeux dans la situation précédente, c'est l'emploi du mot médiéval. C'est un terme super intéressant parce qu'il n'a pas du tout la même résonance selon l'endroit où l'on se place. Si on regarde l'Europe, le Moyen-Âge, grosso modo de la chute de Rome jusqu'en 1492, c'est souvent associé aux âges sombres, à l'Inquisition, bref, une période un peu obscure. Mais attention, pendant ce temps-là, à partir de l'an 610 environ, le monde islamique vivait exactement l'inverse. C'était un véritable âge d'or. On parle d'une explosion scientifique phénoménale, l'invention de l'algèbre, la fabrication du papier apprise lors de la bataille de Thalassa, la traduction massive des philosophes grecs. Donc utiliser ce concept très européen et sombre de Moyen-Âge pour décrire la création de ce droit successoral, c'est, historiquement parlant, un immense anachronisme. Et en restant sur l'histoire, il y a un autre cliché tenace. L'idée que ce droit n'aurait fait que copier les lois païennes de l'époque. C'est totalement faux. Les sources sont très claires là-dessus. Dans le système païen pré-islamique, les femmes ne touchaient absolument rien à l'héritage. Pire encore, elles faisaient parfois elles-mêmes partie du patrimoine et étaient léguées avec les biens. Seuls les hommes raflaient la mise. Du coup, instaurer un code religieux qui garantit des parts fixes aux femmes, ce n'est pas une continuité patriarcale. C'est une rupture radicale, à la fois mathématique et juridique, avec le paganisme. Partie 3, les 3 règles fondamentales. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comment ça marche concrètement ? Il y a 3 grands piliers qui dictent le calcul des parts en islam. Règle numéro 1, le degré de parenté, donc la proximité avec le défunt. Règle numéro 2, et c'est absolument central, la responsabilité financière au sein du foyer. Et enfin, règle numéro 3, le temps qu'il reste à vivre, c'est-à-dire la vie qu'on a devant soi comparée à celle qu'on a derrière soi. Et là, il faut vraiment s'arrêter sur un détail crucial. Le genre n'est nulle part dans cette liste. Le fait d'être un homme ou une femme n'est absolument pas le critère de base de l'équation. Pour bien comprendre cette fameuse 3e règle sur le temps qu'il reste à vivre, prenons un exemple tout simple. Un homme décède, il ne laisse derrière lui que son petit-fils et son propre grand-père. La loi donne 1/6 de l'héritage au grand-père et la part du lion, soit 5/6 au petit-fils. La logique, le jeune garçon a toute sa vie à construire, alors que le grand-père a l'essentiel de sa vie derrière lui. On a affaire à 2 hommes, mais l'un touche infiniment plus que l'autre. C'est bien la preuve éclatante que ce n'est pas le genre qui dicte l'avantage financier. Ce qui nous mène naturellement à notre 4e partie, le droit comparé. C'est toujours très utile d'avoir des repères occidentaux pour mettre les choses en perspective. Si on prend le Code civil français par exemple, on oublie souvent une chose étonnante que l'analyse met en lumière. Jusqu'en 2002, en France, l'épouse n'héritait pas automatiquement de son mari s'il n'y avait pas eu de donation entre époux faite au préalable. Il a vraiment fallu attendre une loi de 2002, ce qui est extrêmement récent, pour que cet automatisme successoral soit garanti. C'est un contraste assez fascinant qui permet de relativiser l'idée qu'un système civil moderne serait par essence parfait dès sa conception face à un système plus ancien. On attaque maintenant la 5e partie, sans doute la plus parlante, les études de cas mathématiques. C'est le moment de sortir la calculatrice. On va voir comment ces fractions se comportent dans la vraie vie et tester factuellement l'idée selon laquelle les femmes reçoivent structurellement moins. Premier scénario, une femme active décède et laisse un patrimoine de 100 000 €. Ses seuls héritiers sont son mari et une petite fille qui vient tout juste de naître. Petit aparté d'ailleurs, dans ce cadre juridique, même un fœtus dans le ventre de sa mère possède déjà des droits successoraux inaliénables. C'est quand même remarquable. Comment répartit-on ces 100 000 €? Les calculs sont sans appel. La fille récupère sa part obligatoire de la moitié, donc 50 000 €. Le mari, vu qu'il a un enfant, a droit à un quart, soit 25 000 €. Il reste alors 25 000 € flottants. Et à qui va cet argent? À la fille. Pourquoi? Tout simplement parce que le système juge que le lien de sang, la filiation, est plus fort que le lien d'alliance, du mariage, qui lui peut se briser par un divorce. Bilan des courses, la fille repart avec 75% du patrimoine total, 3 fois plus que l'homme de la famille. Allez, on corse un peu les choses avec un deuxième cas d'étude.
Qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs hommes et femmes impliqués simultanément sur un même héritage? Imaginons, un homme décède. Il laisse une épouse, sa mère, ses 2 filles et son propre frère. Là, il faut faire un tout petit peu d'algèbre. Le système force la recherche d'un dénominateur commun, en l'occurrence 24. L'épouse, en tant que réservateur, prend 1/8, ça fait 3 parts sur 24. La mère prend 1/6, ce qui donne 4 parts. Les 2 filles se partagent 2/3 du gâteau, soit 16 parts. Et le frère, l'homme de la famille, récupère ce qu'il reste. C'est purement mécanique. Et le résultat final crève vraiment l'écran. Si on additionne les parts des femmes, c'est-à-dire l'épouse, la mère et les filles, elles s'adjugent ensemble 23 parts sur les 24 possibles. Le frère, seul homme, se contente de l'unique part restante. Ça déconstruit objectivement ce mythe absolu de la femme qui gagnerait perpétuellement moins. En réalité, sur la globalité des configurations successorales, la femme gagne plus que l'homme dans de très nombreuses situations. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, le facteur humain. Parce que bon, il y a quand même une question qui brûle les lèvres. S'il n'y a pas d'injustice mathématique absolue, pourquoi tant de drames familiaux éclatent autour de l'héritage? Il faut être transparent, il y a bien une situation précise où l'homme touche le double. C'est l'exception fraternelle. Un frère prend le double de la part de sa sœur. Mais attention, cette règle est indissociable du deuxième pilier qu'on a vu tout à l'heure, la responsabilité financière. Le frère est légalement forcé de subvenir aux besoins de sa sœur si elle s'appauvrit. Ce n'est pas optionnel, il n'a même pas le droit de lui donner l'aumône, la zakat, car s'occuper d'elle est un devoir contraignant financé par cette fameuse part double. Pour que ce soit limpide, inversons la situation. Reprenons la famille de tout à l'heure, mais cette fois, au lieu d'un pactole, le défunt laisse une dette abyssale de 100 000 euros. Qui doit éponger cette dette? Eh bien, la réponse révèle toute la mécanique de protection du système. La mère, 0. L'épouse, 0. Les filles, 0. C'est l'héritier masculin, le frère, qui assume la totalité de la dette de plein fouet. Le système fonctionne comme un bouclier qui protège intégralement les femmes de la ruine financière, faisant reposer le risque exclusivement sur l'homme. Et c'est là qu'on touche du doigt la conclusion soulevée par les sources, la différence abyssale entre un code juridique et le comportement humain. C'est comme le code civil français qui impose respect et soutien mutuel dans le mariage, et pourtant les divorces et les trahisons existent. Le droit successoral impose des parts spécifiques et des obligations financières lourdes aux hommes. Sauf que dans la vraie vie, l'avidité s'en mêle. Certains frères prennent la part double sans jamais assumer la responsabilité financière qui l'accompagne. C'est une défaillance de l'humain, pas de l'équation. Ça laisse une ultime question à méditer. Quand des conflits éclatent, que des familles se déchirent et que de vraies injustices sont ressenties, est-ce qu'on est face à une faille dans la loi mathématique elle-même? Ou est-ce qu'on assiste impuissant à la tragique et intemporelle réalité de l'avidité humaine, incapable de respecter les lois qui lui sont données? C'est une distinction profonde et absolument essentielle à faire entre la rigueur d'un texte et les faiblesses de notre nature. À méditer.